Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec notre Fear and Greed Index. Côté crypto, on perd encore 2 points. On continue à s'enfoncer un petit peu plus dans l'extrême peur. Mais rien de surprenant jusque-là. Du côté des marchés US, on perd également 2 points. On est à 64, mais toujours bien installé dans la zone de greed. Alors, je vous fais une petite update aujourd'hui. Vous savez que normalement, je mets toujours tous les intervenants dans la description des apps crypto. Malheureusement, j'ai de moins en moins de place. Donc, j'ai même dû réduire les titres des chapitres. Bon, vous pouvez toujours retrouver évidemment tous les timecodes dans la description pour vous faciliter la navigation dans les apps crypto. Et si vous recherchez les vidéos des intervenants, vous les retrouverez dorénavant dans le commentaire épinglé. Enfin, si vous les voyez pas dans la description, ils seront automatiquement dans le commentaire épinglé. Et pour tous ceux qui voudraient un petit peu plus de doses de Zap Crypto, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Le lien devrait s'afficher en haut à droite. Allez, je vous retiens pas plus. Installez-vous confortablement, votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Zap Crypto. Qu'est-ce qui fait que, en tant qu'individu souverain, par Bitcoin, on pourrait nous le refuser? Enfin, tu vois. Le premier verrou, c'est le verrou légal de la force, entre guillemets. Un État a le monopole de la force pour faire appliquer sa loi. Donc ça, a priori, on peut avoir des difficultés à lutter contre. Par contre, là où j'ai une petite divergence sur l'analyse, c'est que le monde, l'humanité telle qu'elle s'est construite, elle s'est construite sur une réorganisation de privilèges qui est constante en fait. Les privilèges ne font que se réorganiser et sauter. Après, on peut dire que au final, c'est à peu près réparti entre les mêmes mains. On peut dire que les mains changent. Mais ce qui est sûr, c'est que les privilèges évoluent. Quand un roi se fait couper la tête, il n'est pas ravi de se faire couper la tête. Donc là, on est en train finalement de couper la tête des banques centrales. On le fait pacifiquement pour le moment. Bitcoin, c'est ça qui est beau, à mon sens, c'est que c'est une révolution qui est pacifique. Il n'y a pas d'enjeu de force qui rentre directement en compte. Bien sûr qu'il y a des rapports de force, mais il n'y a pas de force physique et violente. Il pourrait y en avoir. Il y a des gens qui ont payé, entre guillemets, leur exploration de Bitcoin ou d'autres cryptos en allant en prison. On voit l'affaire très récente de Tornado Cash, qui est très gênante. Ça, c'est plutôt une illustration qui va dans le sens d'un contrôle qui va s'aggraver. Après, la deuxième question, c'est de se dire à quel point Bitcoin est entré dans l'économie. C'est-à-dire, est-ce que les États n'arrivent pas trop tard? C'est-à-dire qu'il y a 7 ans, on pouvait se poser la question, est-ce que Bitcoin va être illégal? Là, c'est dur de se dire que Bitcoin va devenir illégal. En plus, moi, la dernière chose qui me fait penser que, quoi qu'il se passe, Bitcoin ne sera pas mondialement illégal et demeurera toujours une porte de sortie, c'est que on vit dans un monde, encore plus aujourd'hui, qui est multipolaire en termes géostratégiques. Donc, du moment qu'on a des États qui n'ont pas les mêmes intérêts, Bitcoin aura toujours une porte de sortie. Parce que tant qu'il y a des relations d'adversité entre les États, il y aura toujours un État qui sera ravi d'accueillir les Bitcoiners et ceux qui y croient. Et je pense que finalement ces sous-ensembles géographiques sont une des forces qui va permettre à Bitcoin d'être résilient. Bitcoin arrive au bon moment parce qu'il arrive avec un ONU qui est absolument ridicule. Enfin, les Nations Unies, honnêtement, n'organisent pas le monde. On n'a pas de gouvernement mondial. On peut le souhaiter ou pas, ça c'est une autre question. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on n'a pas une coordination mondiale qui permettrait facilement, à mon sens, d'abattre Bitcoin, parce qu'il y aura toujours un désalignement d'intérêts entre les États sur le fait de bannir ou pas Bitcoin au rapport de la loi qu'ont les autres États sur Bitcoin. La question que je me pose, c'est savoir si ça serait pas une piste de l'adoption, en fait, parce que si on a des bitcoins physiques, on pourrait échanger de façon totalement privée. Et enfin, on aurait à la fois les intérêts du bitcoin et les intérêts de l'espèce, sans passer par ce qu'on appelle les fiat, donc les monnaies, les devises, le dollar, l'euro. Donc on aurait vraiment quelque chose d'optimal. Et donc voilà, je voulais vous demander si ça vous tentait à vous, si vous pensez que c'est un levier d'adoption,
sachant que je vais quand même énoncer les problématiques, en fait les défis qu'il faut relever pour que ce soit possible. Déjà, il faudrait qu'il y ait un standard. Deuxièmement, il faudrait... alors pourquoi un standard? Parce que, autre raison, il y a un problème de contrefaçon. Il faut être sûr que ce soit pas n'importe quoi. Ensuite, il faut que l'entreprise qui édite ces billets, elle se protège parce que les États vont pas être contents. La SEC est immédiatement tombée sur Casasus et Titan. Et aujourd'hui, ce sont des monnaies qui peuvent pas être recréées. Il y a d'autres projets, mais comme OpenDime de Coinkite, mais c'est pas encore facile de faire de la monnaie physique Bitcoin. Et donc on est tout de suite soumis, tout de suite regardé par les institutions financières. Ça paraît un peu compliqué. Et puis il y a aussi tout simplement cette entreprise qui crée les cryptos. Il faut qu'on ait confiance en elle. Il faut que on ait toutes les informations nécessaires, même sur leur business model, pour pouvoir l'utiliser et avoir confiance. Donc voilà, je voulais poser ce petit sujet et puis je vous invite en commentaire à me donner votre avis. Moi, j'adorerais acheter des choses avec des pièces Bitcoin ou des billets Bitcoin ou des clés Bitcoin, ce que vous voulez, quelle que soit la forme. Parlons finalement des news avec premièrement ce que nous a dit SBF. Qu'a-t-il fait au milieu de tout ce bazar? Y a-t-il quelque chose qu'il peut nous révéler? Alors oui, en fait, il a dit qu'il a beaucoup dormi. Voilà une citation qu'il a confiée dans cet article. Vous auriez pensé que je ne dormirais pas en ce moment, et à la place, je me repose bien. C'est ce qu'a dit Bankman-Fried à The Times. Ça pourrait être pire. Ok, donc ce qu'il fait en ce moment, c'est dormir et jouer à beaucoup de jeux vidéo. Alors celui auquel il joue principalement en ce moment, c'est visiblement Storybook Brawl. Perso, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais si vous y aviez joué, faites-moi savoir en commentaire si c'est un bon jeu ou non, au moins on saura s'il passe un bon moment. En outre, il a publié de nombreux tweets un peu cryptiques ici sur Twitter. Il a même pas pu expliquer en fait la série de tweets étranges qu'il a publié ces quelques derniers jours, si ce n'est pour dire qu'il l'inventait simplement au fur et à mesure. C'est ce qu'il a dit, j'en sais rien, j'improvise simplement. Alors, si vous ne le saviez pas, déjà, SBF s'est contenté de, chaque heure ou toutes les 2 heures peut-être, il a publié, What, tout d'abord, ce qui a déjà créé beaucoup de bruit pour commencer, puis HAPPENED, donc What Happened, ou Que s'est-il passé? Ça a été posté au cours d'une journée en tout, puis il a posté également, ceci ne sont pas des conseils juridiques, pas des conseils financiers, c'est tout ce dont je me souviens, mais ma mémoire pourrait être défectueuse par endroits. Alors les gars, j'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que c'est une sorte de craquage mental? Est-ce qu'il essaie réellement de simuler peut-être une dépression nerveuse pour échapper quelque peu au système judiciaire à venir? On n'en sait tout simplement rien en ce moment, mais voilà ce qui s'est passé. Je voulais maintenant parler de Fortune. En fait, Fortune, c'est un magazine qui avait écrit pas mal de choses de manière positive sur SBF, et maintenant ils font un article sur est-ce que Sam Bankman-Fried va aller en prison, donc le fondateur de FTX. Ils font une analyse, ils parlent à plein de personnes différentes, et en gros, on nous dit qu'il risque potentiellement jusqu'à 20 ans de prison pour la fraude qu'il aurait commis. Maintenant, on va voir si ça va aller jusque-là. Il risque d'y avoir un problème de juridiction aussi, parce que FTX était censé être aux Bahamas, même s'ils avaient une filiale aux États-Unis. Donc bon, c'est vraiment une affaire à suivre, tout ce qui se passe autour de FTX. Là, on a par exemple un tweet qui dit: quand je pense qu'on se méfie des gouvernements et des institutions traditionnelles pour pas qu'ils viennent empiéter sur la crypto, pour y imposer leur contrôle, au final, ce sont les plateformes que l'on utilise au quotidien qui nous scamment la gueule et contrôlent le marché. J'avoue que ça fait un peu mal, et il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont fait avoir par FTX. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs fonds, j'en connais personnellement. Encore une fois, je suis de tout cœur avec vous, même si malheureusement, moi, je peux rien faire pour vous. Alors, on a Coin Academy, du coup, qui nous envoie des breaking news sur breaking news depuis quelques jours, et là, on a un flash. Les dirigeants FTX auraient soudoyé de nombreuses personnes stratégiques aux Bahamas. Les employés FTX s'inquiètent de l'étiqueté d'un potentiel procès. Ouais, bon, il y a beaucoup d'histoires sordides par rapport à FTX. Oui, il y en a plein qui commencent à dire, voilà, c'est qui les prochains? Donc, c'est UOB, OKX et Bitfinex aussi, avec Tether. Donc, vous voyez, c'est Tether, ça pourrait être potentiellement... Enfin, s'il commence à y avoir des rumeurs sur Bitfinex, là, et que Tether devient insoluble... Enfin, parce que vous savez, Bitfinex, c'est la société mère de Tether. Et il y a tous les problèmes avec Tether parce que il y avait eu un hack sur Bitfinex et ils avaient utilisé les réserves de Tether pour renflouer Bitfinex. Enfin, en gros, c'était ça l'idée. Et depuis, ils ont un mal fou à restaurer la confiance sur les réserves de Tether à juste titre. Donc, vous voyez, on n'est pas sur la première malversation. En tout cas, ça va un peu dans tous les sens. Là, le FUD, il est à son maximum. De nombreux utilisateurs d'échange décident de partir. Alors tu te demandes peut-être comment on peut le savoir? Eh bien c'est très simple. Nansen.ai, un outil qui est très utilisé pour faire de l'analyse un petit peu poussée, eh bien nous donne ces chiffres-là. Sur les 24 dernières heures par exemple, il y a 900 millions qui sont sortis de l'échange Binance.
Ça c'est le résultat entre ce qui est rentré dans l'échange, du coup le inflow, et ce qui est sorti de l'échange, du coup le outflow. On se rend compte que pour une grosse partie des échanges, c'est effectivement le cas où on a un outflow, du coup une sortie de capital, qui est plus élevé que l'inflow sur les dernières 24 heures. Coinbase est en second avec environ 700 millions qui sont sortis de l'échange, avec OKX en troisième qui lui a vu partir 165 millions. On assiste donc clairement aux conséquences de la chute de FTX, une perte globalisée de la confiance au niveau des échanges. Je ne suis ni là pour recommander, ni là pour conseiller, mais disons que je dis à mes amis, voilà, USDT, faites attention. Si vous avez autre chose, peut-être choisissez autre chose. Si vous n'avez pas un intérêt particulier à l'USDT, parce que vous en avez besoin pour une raison bien particulière, peut-être que l'USDT, c'est pas un bon choix. En tout cas, pour moi, posséder de l'USDT, simplement parce qu'on a envie d'avoir des stablecoins pour attendre le dip du market ou je sais pas quoi, c'est de la folie. Voilà, c'est mon avis. Mais encore une fois, USDT a traversé beaucoup de crises depuis le début de USDT et est toujours là. Il a toujours rempli son contrat jusqu'à aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a eu 1000 crises et que ces 1000 crises ont été passées que la prochaine crise, ils survivront. On n'en sait rien du tout. Donc faites attention à vous. Moi, je pense que quand la market cap d'un stablecoin diminue et qu'on n'en a pas particulièrement besoin, bah autant passer sur un autre stablecoin si on veut rester en stablecoin, ou passer en cash, en dollars, tout simplement, si on n'a pas besoin de rester en stablecoin. Alors je sais qu'en France, les gens qui sont résidents fiscaux français, c'est pas mon cas, veulent rester en crypto parce que sinon c'est un événement imposable et que derrière, bon, bah pour vous en l'occurrence, bah ça fait cher. Mais je sais pas, moi, c'est vous qui gérez votre risque, faites vos propres choix. Ici, Zron Fan, c'est un abonné qui m'a aussi envoyé ça, je le remercie, il se reconnaîtra. Donc c'est un leak des auditeurs de FTX. Voilà, donc c'est trop marrant parce que lui, avec ses claviers, et puis les écrans sont retournés. Les mecs ont audité FTX, tac, 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 les écrans retournés, c'est bon, tout va bien, c'est audité, voilà. Et ouais, et encore une grosse pensée aux gens qui ont perdu des sous. Je sais qu'il y a beaucoup des gens d'abonnés à Foufi, de la team Foufi, qui ont perdu des sous avec FTX. Vraiment, je suis désolé pour vous, c'est atroce. Faut essayer de souffler un peu, de s'en remettre et de se dire, allez, continue à préparer le futur bull run pendant ce bear market pour essayer de se refaire. C'est l'idée, malheureusement. Bon. En fait, moi, ce que je comprends pas, déjà, je comprends, on perd, ça fait mal, mais j'arrive pas à comprendre comment on peut prendre pour responsable un influenceur ou un média qui nous a partagé, je sais pas, une plateforme crypto, une crypto. Donc, il y a des gens qui ont dit, oui, c'est la faute des influenceurs, c'est la faute des médias parce qu'ils ont partagé leur lien d'affiliation ou autre. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Parce qu'encore une fois, tu vois, là, je parle pas à quelqu'un qui a 5 ans, qui a appris à marcher il y a quelques mois, qui a appris à lire et à parler il y a quelques mois. Comme, tu vois ce que je veux dire? Là, t'es majeur, je pense que t'es très intelligent, et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à se responsabiliser. Perdre des sous, encore une fois, ça fait extrêmement mal. Mais remettre la faute sur les autres ne changera rien. Et selon moi, c'est vraiment un signe d'immaturité. Parce que quand bien même un influenceur te partage ses liens d'affiliation ou te partage un bon plan, quand bien même un média te parle d'une plateforme, d'une personne, d'une crypto de manière améliorative, à toi, après, de faire tes propres recherches pour savoir si tu es d'accord et tu es aligné avec la vision qu'on t'a présentée. C'est pour ça qu'on dit toujours Dior, et quand bien même quelqu'un te partage une information avec des bonnes intentions, la personne peut se tromper, mais au final c'est toi qui prends ta décision. Tu vois ce que je veux dire? Même si on t'a partagé un truc, est-ce que l'influenceur était derrière toi et t'a forcé à investir? Je pense pas. Si demain ton influenceur te dit jette-toi du 16e étage, t'inquiète, tu vas gagner 3 bitcoins, tu vas le faire? Je pense pas. L'influenceur ne t'a pas forcé. Et il faut vraiment qu'on arrive à se responsabiliser et assumer nos pertes. Ça fait très très mal, personne n'aime perdre. Mais une autre réalité est que
pour gagner, il faut être prêt à perdre. En tout cas, c'est mon avis personnel. Il n'y a pas de succès sans échec. Et c'est ça, c'est dans la vie de manière générale. Et là, je vais te partager un vrai conseil. Si tu ne veux pas perdre, si tu as peur d'échouer, vrai conseil, fais rien du tout. Reste chez toi en mode immobile, tu fais rien du tout. Parce qu'à partir du moment où tu viens pour gagner, à partir du moment où tu viens pour réussir, tu vas devoir perdre, tu vas devoir être confronté à l'échec. Mais le but, c'est de se relever. Une autre chose aussi, quand on dit investir uniquement l'argent qu'on est prêt à perdre, c'est réel, c'est pas un jeu. Parce qu'il y a des gens, ils entendent ça, mais malgré ça, ils vont hypothéquer leur maison pour investir. Mais là, frérot, j'ai envie de dire, faut doser, tu vois ce que je veux dire? Si t'as du mal, appelle ton gars parcimonie. Parce que tu peux pas hypothéquer ta maison, tout mettre sur une crypto, tu vois que la crypto fait un divisé par 10, et après dire, ah, c'est de la faute de un tel, il m'avait partagé la crypto. Et tu vois, moi, je te dis ça parce que je sais que moi, ça, ce serait une autre histoire, mais j'avais commencé la crypto et j'avais mis un peu sur un projet qui avait été partagé par quelqu'un qui a une influence assez relative ou importante, bref. Mais même si j'ai perdu, je suis pas allée faire ma pleureuse et dire, oui, c'est de sa faute. Parce que certes, il a partagé le plan, mais après, j'ai été maître de mes actions. C'est moi qui ai sorti ma carte bleue pour acheter des cryptos et acheter cette crypto-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tout ça pour te dire que si tu fais partie des gens qui aiment bien juger les autres responsables pour tes actions, j'avoue que là, on n'est pas ensemble. Et même quand on dit que pour gagner, il faut être prêt à perdre, c'est littéralement la stratégie des investisseurs, des fonds d'investissement. Parce que eux, ils investissent énormément dans plusieurs projets, tout en sachant qu'il suffit d'avoir un ou quelques projets qui gagnent, qui surperforment pour essuyer toutes leurs pertes. MicroStrategy aurait perdu 1,8 milliard avec le récent crash crypto. Waouh, c'est chaud, hein. On a bien compris parce que tous, je pense que tout le monde à tout niveau, il y a de l'argent de perdu, hein. Plus ça descend, plus ça dépend. Bon, pas vendu, pas perdu, mais ça c'est une théorie, pour moi c'est une théorie à la con. Enfin, c'est pas une théorie à la con, non, excusez-moi de dire ça, c'est pas bien. Pas vendu, pas perdu, effectivement, vous laissez votre argent, vous attendez maintenant qu'il remonte, vous vendrez à ce moment-là et vous aurez gagné des sous, si c'est possible. Le seul problème dans tout ça, c'est qu'on ne sait jamais quand ça va remonter. Ça peut durer 10 ans. Moi, si ça dure 30 ans avant que ça remonte, je suis désolé, mais ça va être chaud, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai une autre théorie un petit peu sur tout ça, c'est quand on est dans des actifs risqués, c'est quand même fait pour ça, et que quand un actif risqué monte à une époque, il faut prendre des profits, mes amis. Il faut prendre des profits, et après, vous en rachetez plus bas. Voilà. Gardez in aeternam, je suis désolé, votre tempo, comment dire, on n'a pas le même temps, une vie d'homme, une vie de marché, ça n'aura pas le même temps qu'une vie d'homme. Vous avez besoin de profiter de votre argent à un certain moment, hein, d'accord? Donc on peut reparler de tout ça entre nous, hein, c'est une autre vision que j'ai évidemment. Elon Musk est convaincu que Bitcoin s'en sortira. Vous savez, beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans le trading, dans tout ce monde-là, sont des gens qui ont vendu. C'est pas des gens qui n'ont pas vendu, c'est des gens qui ont vendu à un moment donné. En revanche, il faut vendre au bon moment, évidemment. Mais ce sont des gens qui ont vendu. Quand vous les écoutez tous, ils ont fait des choses, ils ont acheté, vendu, et des moments ils gardaient, ils stockaient, d'accord, hein. Et puis à un moment donné, quand ça monte bien, ils vendent, ils prennent des profits. On n'attend pas même d'arriver au dernier moment. Voilà, c'est ça l'intérêt, le reste. Et c'est pas des conseils d'investissement que je fais, hein, c'est des conseils de prudence. Elon Musk est convaincu que Bitcoin s'en sortira, mais prévient que cela pourrait être un long hiver. Voilà la pensée, je pense que tout le monde. C'est pour ça que je vous ai mis ces Finwall qui a titré ça. Je pense que oui, ça va remonter comme tous les marchés ont déjà remonté et tout. Mais combien de temps ça va durer? Personne ne peut savoir ça. Personne. Et encore une fois, je le dis depuis X temps, méfiez-vous, surtout quand vous suivez les traders, vous suivez des gens qui parlent de ça, comme moi et comme d'autres, hein. Moi, c'est pour ça que je suis toujours méfiant quand je vous dis, regardez toutes mes vidéos, vous verrez, je vous dis toujours une chose, mais je vous redis presque le contraire une seconde après, en vous disant, mais méfiez-vous, parce que c'est pas sûr. Tandis que quand j'entends souvent qu'on vous dit, oui, voilà, il y a un bottom, double bottom, donc maintenant, ça y est, boum, c'est bon, comme j'ai entendu à longueur de temps. Non, c'est pas jouable, faut toujours faire attention, faut y aller toujours à petite dose, mes amis, hein. Sinon après vous vous retrouvez dans des catastrophes, faut être très très prudent, très prudent. D'autres plateformes comme BlockFi, qui avaient bénéficié d'un sauvetage par FTX plus tôt cette année, se retrouvent en banqueroute aussi. Plusieurs firmes d'investissement de renom telles que Sequoia et le régime de retraite des enseignants de l'Ontario, mieux connu sous le nom de Ontario Teachers,
ont perdu des dizaines, voire des centaines de millions après avoir investi dans les rondes de financement B et C d'FTX, alors que l'entreprise était valorisée jusqu'à 32 milliards. Le fonds d'investissement Galois Capital a même admis avoir plus de 100 millions bloqués sur FTX. La faillite de FTX devrait aussi accélérer la réglementation du secteur, même si plusieurs voient tout ça d'un bon œil. Ça reste un couteau à double tranchant. Quelle sera la nature de l'encadrement qui sera introduit et quelles en seront les modalités? Personne ne le sait. D'ailleurs, rien n'est assuré avec un congrès divisé. Toutefois, l'absence de réglementation n'est pas entièrement négatif. Comme je le mentionnais sur Twitter, ce processus de destruction créatrice, aussi difficile soit-il, doit être accueilli à bras ouverts. Aucun sauvetage avec des fonds publics, aucun aléa moral. Les pommes pourries tombent de l'arbre et leur décomposition participe à créer un terreau plus fertile. Au final, le libre marché fait son ménage et c'est ce qu'on veut. D'ailleurs, tout ce qui a échoué jusqu'à présent dans le secteur de la crypto, ce sont des entreprises ou des projets centralisés. À mon avis, tout ça vient renforcer la prédominance de Bitcoin dans le secteur qui, malgré la variation importante de son prix, la chute de son prix, continue de bien fonctionner à travers tout ce chaos. Puis pour ceux qui ont perdu des fonds dans l'affaire FTX, j'espère qu'ils auront enfin appris la leçon. La première et la seule crypto-monnaie Bitcoin a été inventée pour que les individus puissent s'échanger de la valeur sans passer par l'intermédiaire des banques. L'objectif est que vous puissiez être votre propre banque. Alors, si vous laissez vos fonds sur une plateforme d'échange, vous n'avez clairement rien compris. Sortez vos crypto-actifs des échanges et déposez-les dans un cold wallet. Pour ce qui est des plateformes d'échange, elles restent pertinentes dans le rôle qu'elles ont à jouer. Cependant, leur service se doit d'être essentiellement transactionnel. En facilitant les transactions, elles permettent d'augmenter la liquidité sur le marché et de faciliter le price discovery. Cependant, tout échange qui offre des services autres que l'achat et la vente de crypto-monnaies, qui offre des prêts, utilise des leviers financiers pour gérer ses affaires ou offre du rendement sur les dépôts, est potentiellement à risque de faire banqueroute aussi. Et j'aimerais juste aussi rappeler qu'au Canada, donc je parle pas d'un pays, je sais pas moi, qui est en difficulté au niveau de son gouvernement, etc. Non, je parle du Canada. Ils ont quand même interdit, ils ont gelé des comptes bancaires pendant le Covid pour voilà, des manifestants, etc. Donc même un gouvernement du monde, on va dire, développé et qui a priori aurait aucun intérêt à faire ça, peut être pas forcément très démocratique et dire bah voilà, je vais geler des comptes bancaires, je vais faire des actions, etc. Donc voilà, c'est pas parce que quelque chose n'a jamais été fait auparavant qu'il ne peut pas arriver. Et aujourd'hui, il ne faut pas non plus oublier qu'on n'est pas dans une crise mondiale d'une ampleur énorme. On n'est pas dans une crise de type 1929, on n'est pas dans une guerre mondiale comme en 39-45. Mais si, je sais pas moi, et toujours, je ne le souhaite vraiment pas, mais si dans les, je sais pas moi, 10 à 20 prochaines années, il y avait un conflit mondial entre des pays comme pas la Chine, Taïwan, les États-Unis, la Russie, enfin, il y a quand même, voilà, il y a une montée des tensions en niveau international, il y a aussi un surendettement d'énormément de pays, l'inflation, voilà, j'espère, là elle est en train de redescendre un petit peu, mais j'espère vraiment qu'elle va continuer à descendre et qu'on va pouvoir avoir une économie mondiale stabilisée, mais si c'est pas le cas et que en fait, voilà, il y a énormément de fonds qui se déplacent vers les cryptos, que ce soit en stablecoin ou en Bitcoin ou en Ether, c'est possible que les gouvernements, voilà, s'il y a un événement Black Swan énorme, enfin une situation bien moins bonne que celle actuelle, que voilà, les gouvernements se disent mais waouh, attends, tout le monde est en train de faire des virements depuis nos dollars sur, je sais pas, Coinbase ou Kraken ou Binance vers des bitcoins, le prix monte, nous on perd le contrôle sur notre monnaie, on a de l'inflation, etc. Voilà, c'est possible qu'il y ait une sorte de comme un peu avec Richard Nixon et l'or, qu'il y ait une sorte de confiscation des crypto-monnaies, se dire voilà, vous pouvez plus les utiliser, etc. Donc voilà. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est encore assez soft. On a des gens qui sont relativement pro-innovation au gouvernement des pays développés, mais si un jour il venait à avoir une grosse crise mondiale, voilà, les cryptos, en fait, c'est un système alternatif. Donc, les gouvernements peuvent ne pas du tout apprécier ce système alternatif. La partie FUD est maintenant terminée dans cette vidéo. Maintenant, j'aimerais vous donner les clés pour que vous puissiez avoir un impact positif sur l'écosystème crypto et voilà, faire grandir cet écosystème dans la bonne direction. Un point très important, et ce serait bien que vous vous en rappeliez, c'est à quoi ça sert la blockchain. Parce que c'est bien beau voilà, de faire du staking, du farming, des trucs, de gagner des intérêts, machin, mais on voit que quand les prix s'écroulent, bah, on a beau avoir eu 200% d'APY sur notre crypto il y a un an, si maintenant son prix a plongé de moins 99%, ben voilà, nos rendements qu'on a fait, ils valent plus grand chose. Donc
voilà, se faire de l'argent c'est cool, mais il faut se rappeler que la blockchain c'est une innovation technologique et sociétale. Donc en un, Bitcoin c'est de l'argent que personne ne peut saisir. Dans le cas d'FTX, en fait FTX c'est un peu comme une banque, hein. FTX peut aussi bien saisir notre argent qu'une banque. Si on a nos bitcoins sur un wallet, personne ne peut nous geler nos comptes, c'est pas possible. Voilà, donc déjà c'est un premier point qui est important à se rappeler. Le deuxième point, en tout cas dans le cas de Bitcoin, c'est que c'est un argent qui n'est pas manipulable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manipuler la quantité de Bitcoin. C'est écrit dans l'algorithme depuis 2009, depuis le début de Bitcoin, et personne ne peut changer ça. Donc on ne peut pas faire de l'hyperinflation avec Bitcoin. Pour l'instant, il est clair que le message des banquiers centraux reste quelque chose dans le sens de dire on va continuer à garder les taux élevés parce qu'on doit absolument freiner cette inflation. Ça a d'ailleurs été répété par Madame Brainard, qui est le numéro 2 de la Fed. Madame Brainard qui a parlé hier pour nous dire que oui, effectivement, il est possible éventuellement peut-être que la Fed commence à envisager la possibilité de ralentir le rythme de la hausse des taux. Alors comprenez bien que ralentir le rythme de la hausse des taux ne veut pas dire baisser les taux. Ça veut juste dire que ça monte toujours mais moins. Donc là, on parle de 0,75 à chaque meeting de la Fed depuis des mois. On s'est presque habitué à ça. Moi, quand j'ai commencé dans la finance à l'époque, 0,25, c'est déjà horrible quand ça montait à 0,25. Là, on monte de 0,75 depuis 4 ou 5 fois depuis le début de l'année. Maintenant, on nous parle plus que de 0,5 et c'est super. Et c'est ce que je disais la semaine dernière. Donc, on est super content parce que finalement, les taux vont continuer de monter, mais moins. Mais 0,5%, c'est quand même beaucoup par rapport à la moyenne historique des hausses de taux de la Fed depuis 153 ans. Et demi. Donc Madame Brainard nous dit qu'effectivement la Fed va revoir sa politique par rapport à ça, devrait, conditionnel toujours, hein, Monsieur Powell n'a rien dit, mais il faut savoir que cette semaine, il y aura beaucoup de patrons de la Fed, divers et variés, qui viendront donner leurs avis, donc à chaque fois, ça nécessitera une interprétation particulière, sachant que, en fonction de la personne qui va parler, s'il est hawkish, s'il est dovish, s'il est plutôt pour les faucons ou contre les faucons, eh bien, on aura de ce côté-là une version un tout petit peu différente et une interprétation très subtile des mots et des gestes que vont nous donner ces banquiers centraux durant la semaine. Donc ce sera un des axes principaux. Regardez ça, chers amis. La bougie, je vais passer en données hebdomadaires. La semaine dernière, regardez ce que le dollar US a fait la semaine dernière. C'est ce que je n'arrêtais pas de surveiller, vous le savez si vous suivez mes vidéos, je n'arrêtais pas de surveiller ça. Pour que ça soutienne le marché crypto, le support a été cassé, les taux d'intérêt sont stabilisés, le marché action continue sa reprise. La Fed va encore monter ses taux, mais on est proche de la fin de la hausse des taux. L'or et l'argent en ont fortement bénéficié. Et le dindon de la farce, le marché crypto, avec cette affaire FTX, qui est, oui, c'est un signe noir. Le signe noir, c'est un événement fondamental de risque qu'on n'avait même pas listé. Vous savez, parfois on liste des risques potentiels. Là, c'était même pas, on n'y pensait pas. C'est arrivé comme ça, c'est tombé. Et bon, et ça, pour le coup, il va falloir encore du temps. Alors voilà, on va maintenant discuter un peu de la suite. Est-ce opportunité, pas opportunité? Vous savez, bon, on peut dire opportunité de long terme tous les jours. Je ne vais pas me livrer à cet exercice. Mais quand même, regardons. Je sais que l'environnement est compliqué, qu'il y a ces nouvelles données fondamentales. Que valent les charts dans l'environnement actuel? Mais écoutez, il ne faut pas abandonner pour autant. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Moi, j'ai repris tous mes charts. Je me dis vraiment qu'on est sur un niveau extrême bas. En tout cas, dans la jeune histoire des cryptos, et du Bitcoin, 12 ans, 13 ans, on arrive sur des niveaux quasiment inconnus en termes d'écart de baisse. Alors, on peut effectivement encore aller en dessous, mais ce serait là une énorme nouveauté et ce serait cette fameuse activation du risque systémique. Ça peut être quoi? Ça peut être effectivement l'effet domino, ça peut être aussi une décision de régulateurs, des régulateurs internationaux qui là décideraient de siffler la fin de la récré. Et bon, mais je ne crois pas à ça, je ne sais pas si ça va arriver, j'espère pas. Mais voilà, les prochains jours, semaines sont un peu incertains à ce niveau-là. Après, Wall Street est quand même très lié. Les cryptos se sont développés à Wall Street, ils n'ont pas intérêt à se couler eux-mêmes. Donc, on est dans un cycle correctif pour moi depuis mars 2022 qui peut s'étirer jusqu'à avril 2023. CQFD, je suis toujours mes modèles. Bon, mauvais, on l'a dit, on s'en fout. Mais mieux vaut avoir un cadre que de faire n'importe quoi. Donc, on est toujours en cycle correctif. Par contre, ce que vous aurez remarqué, c'est que ce même cycle adapté sur les cryptos, si je prends Bitcoin ou Ethereum, vous vous rendrez compte qu'on avait déjà facile
un trimestre d'avance, d'accord? C'est-à-dire, au final, mars, c'était là. Donc, on a déjà largement commencé à baisser. Là où ça me pose problème, donc, c'est que en soi, on a ce même delta de 3 mois quasiment actuellement. Donc, attention, on peut très bien être en train de faire le bottom. En tout cas, pour ma part, le décalage temporel, j'ai dit, il faut regarder les graphiques avant tout. D'accord? Oui, FTX, c'est une catastrophe. Et les implications sont tellement énormes parce que d'une part, comme je vous dis, il y a pas mal d'opérateurs comme moi qui avaient fait le pari, qu'on avait peut-être vu le pire et qu'il fallait peut-être arrêter en fait de continuer de flipper n'importe comment alors qu'on était sur les moyennes après des drawdowns historiques en termes de violence et de rapidité. Donc on est nombreux à être surpris. Nombreux à pas avoir fait le pari de il y a encore un truc encore plus gros qui nous attend que ce qu'on avait déjà bouffé. Et forcément constater que si là, le trou est immense, enfin, si je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Pour l'instant, ceux qui en paient la charge sont les gens qui avaient des dépôts chez FTX. Hein, voilà. Donc, c'est pas dit qu'il y ait nécessairement derrière un effet boule de neige, etc. Mais il y a des gens qui sont en première ligne, ça, c'est clair. Il y a des effets collatéraux et on va les découvrir petit à petit, etc. etc. OK ? Donc pour l'instant, incertitude au possible, ça peut tirer comme ça, je vous dis, sur le bottom, rester sur ces zones-là, pour ma part, jusqu'à encore mars. Mais attention, hein, je vois qu'on est clairement décalé sur le cycle, qu'on est déjà en train de pricer la fin du monde. Comme je l'ai dit dans l'émission post-FTX, pour moi, il va me falloir une clôture mensuelle. Hein. C'est sûr que si on clôture sous les contextes, c'est mort. Hein. Enfin, c'est mort, c'est très mal barré. Par contre, si on revient à clôturer à 20 000, c'est game over. Que ce soit bon, pas bon, qu'il y ait un fallout qui suit, qu'il y ait un backlash, un truc régulato, compliant, je sais pas quoi, je m'en fous. C'est juste de dire si les prix montent, c'est que le bottom est là et tout le monde va courir après. Encore une fois, le supply est très faible. Et il y aura de la demande tôt ou tard. Hein. La seule chose qu'a prouvé FTX, c'est qu'encore une fois, on n'a vraiment pas besoin de ces intermédiaires financiers complètement péraves. Là où on en est maintenant, d'ailleurs, c'est nulle part. C'est-à-dire que quand je prends une ligne horizontale, je vais mettre le bottom là, d'accord ? Le bottom s'arrête, pour le moment, nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai niveau de rebond ici ou de résistance. Là, il n'y a rien comme niveau de résistance, etc. Le niveau de résistance est plus bas, et là, oui, voilà, on a des petits trucs, mais c'est pas ouf non plus, d'accord ? Où sont, du coup, les vrais niveaux de résistance ? Et c'est très visuel, ce que je vais faire, vous pouvez le faire aussi, mais du coup, je prends une petite flèche, je retire les manches quand même, parce que c'est ennuyeux, je prends ici un petit brush, les gros niveaux de mouvement de prix, je vais les engager devant vous, bon, il y en a un ici, d'accord ? Pas mal de niveaux de prix ici, on a eu précédemment également, d'office, là on le voit, hein, c'est plus que simple, mais ce niveau aussi, d'accord ? Et après, on en a eu quelques-uns aussi qu'on peut extrapoler, là, voilà, de cette manière-là, je prends tout ça ici, et donc là. Donc ça nous donne une box moyenne, globale, d'accord, qui va aller prendre des gros niveaux de prix à partir de ces tops-là, d'accord, et ce top-ci ici également, jusqu'au plus bas par rapport aux box précédentes ici, et également par rapport aux prix qui sont ici, d'accord. Donc grossièrement, globalement, on peut mettre ici ce niveau-là. C'est-à-dire que ça nous donne tout de même un niveau de prix, pour ma part, qui se retrouvera plus pertinent avec un support sur les niveaux de prix qui sont des 11 400, 12 000, à même plus bas, qui peuvent aller jusqu'ici aux 6 400. Et ça, pour ma part, c'est le gros, en tout cas la grosse box, où je m'attends à revoir le BTC. C'est-à-dire que là, maintenant, le frein par rapport au BTC aux alentours des 15 000, pourquoi pas ? Encore une fois, personne ne lit l'avenir. Mais de manière objective, vu le support qu'on a cassé, qui a duré quasiment 6 mois, je m'attends tout de même à une réaction plus puissante là-bas en bas, d'accord ? Maintenant, rien de plus technique que ça. Ce que je viens de le faire, vous pouvez le faire, d'accord ? C'est très simple, hein ? Ok, on visualise un gros niveau de support, super, avec des résistances et un support maintenu sur des bougies, et voilà, on le dessine et c'est fini. Mais voilà, c'est ce que moi je visualise, c'est ce que beaucoup de monde visualise, c'est pas plus compliqué. Donc je m'attends, n'empêche à ça. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est génial. En fait, c'est vraiment intéressant, puisqu'en fait, on est en train de chercher maintenant tous les gaps qu'on a plus bas, en fait, finalement, pour partir. Ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, autant, en fait, chercher à venir combler les déséquilibres de marché, refermer les ordres, que les institutions, justement, referment leurs ordres qui n'ont pas été fermés, et que les institutions viennent accumuler dans les zones qu'ils veulent, pour que le marché puisse être poussé. Parce que si on commence à pousser un petit peu comme ceci, qu'il y a des fluctuations, etc., qu'on comble, etc., en fait, ça sera beaucoup plus tard qu'on aura la dernière correction pour repartir. Ok, donc ça, en fait, c'est vraiment intéressant. Moi, je préfère voir maintenant le cours du Bitcoin se crasher
et qu'il emmène tout le monde à la cave, hein, toutes les cryptos à la cave, que ça dure 107 ans et puis que ça arrive jamais. Pour l'instant, c'est très intéressant. Donc, sans aller voir vraiment plus loin que ça, ce qui est en train de se passer ici, c'est excellent. Et en plus, c'est excellent de la manière où en fait la tendance est complètement baissière. Donc voilà, hein, complètement baissière. Donc c'est très bien que ça fluctue, etc., que ça vienne crever ici aux 12 000 $. Et enfin, on pourra chercher, soit un peu plus longuement, hein, soit chercher plus haut. Ok, donc pas de panique, tout va bien. On reprend exactement cette même charte ici et on va prendre en M2, donc hors inflation, hors impression monétaire, donc hors inflation. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai remis exactement les mêmes choses que je vous ai fait hier par rapport au trimestriel. Ici, vous avez le premier palier, deuxième palier, troisième palier. Enfin, c'est chirurgical. Donc ici, on est en fait aux 13 000 $ ou les 12 500 $. C'est impressionnant à quel point c'est intéressant d'observer ce type de choses. On est bien en première classe par rapport à notre hors inflation. En somme, s'il n'y avait pas eu toutes ces impressions monétaires post-Covid, voilà à quoi ressemblerait aujourd'hui Bitcoin. On serait exactement venu chercher cette neckline d'un précédent W trimestriel par rapport à une clôture de bougie. Et je pense que les institutionnels regardent ça, principalement. C'est ma vision. Je pense qu'ils regardent réellement ça, puisque si vous regardez en réalité par rapport à l'impression monétaire, c'est biaisé, puisque vous avez une dévaluation par rapport à votre monnaie, c'est certain. Le marché des crypto-monnaies, c'est un marché florissant, mais à un moment donné, si vous investissez en marketing, en partenariat et tout ça, des milliards, il va falloir en face faire énormément de chiffres pour pouvoir équilibrer ce bilan. Alors peut-être que c'est de l'investissement en se disant dans les prochaines années, on retombera sur nos pattes. Honnêtement, j'ai des gros doutes tout simplement. On arrive sur la grosse nouvelle du jour. City va avoir accès à la technologie Magic Link. Alors Magic Link, c'est quoi? C'est une technologie disponible sur téléphone et autres et qui permet aux jeux comme City d'avoir un portefeuille sécurisé privé pour nos cartes. Un wallet non custodial. Concrètement, dans un wallet custodial, les développeurs du jeu ont accès à votre portefeuille tout comme vous. Dans le système non custodial, vous avez la possibilité de sécuriser vos cartes avec un accès privé, rien qu'à vous. C'est comme avoir votre argent à la banque ou avoir votre argent dans un coffre-fort chez vous à la maison. On est le propriétaire de son portefeuille. Magic Link est soutenu par de nombreuses blockchains et il y a une possibilité de le connecter à une clé Ledger. Deuxième grosse news, le transfert de cartes entre comptes. Le transfert de cartes ne coûtera pas de tricelle, mais pour pouvoir jouer avec les cartes, les modifier ou les éveiller, il faudra payer du tricelle. Si tu veux performer, aller le plus loin possible et tenter de remporter un des nombreux lots mis en jeu pour la Sorare Global Cup 2022, il y a selon moi 2 stratégies vraiment différentes que j'ai identifiées. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer concrètement en quoi elles consistent. Je vais construire du coup une équipe dans chacune de ces stratégies et je te dirai à la fin laquelle est selon moi la meilleure pour performer, aller le plus loin possible dans la compétition. Info suivante, je vous ai dit aujourd'hui les gars ça n'arrête pas, hein, donc je fais vite. Info suivante, 2 hommes ont été arrêtés pour avoir scammé, pour en fait avoir fait un rug pull d'une collection NFT pour 1,1 million $. En gros, les mecs, ils avaient fait une collection de NFT, les Frosties, donc c'est l'image que vous voyez ici, et en gros, ils avaient rug. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils étaient partis, il n'y avait pas eu d'annonce et tout, et du coup, les gens, en fait, s'étaient retrouvés le bec dans l'eau avec leur NFT qui valait rien. Et en gros, là, il y a des procureurs, en fait, américains qui ont accusé, qui ont reconnu coupables, en fait, les deux hommes qui étaient à la tête, du coup, de ce projet-là. Donc, du coup, comme quoi, maintenant, en fait, les rug pools, les rugs, en fait, sont reconnus, et du coup, si les gens, en fait, font une collection et ne délivrent pas ce qui était écrit sur la roadmap, ils peuvent être poursuivis, du coup, et être jugés coupables, en fait. Donc, du coup, vraiment cool, c'est une belle avancée, je suis très très content. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.